Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour votre émission Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation. Pour ce numéro de Leitmotiv, nous recevons un monsieur qui est à la tête d'une multinationale spécialisée dans l'immobilier, les BTP, les mines et énergie. Un pur produit de l'école ivoirienne dont le parcours est sans nul doute un modèle pour tous les jeunes entrepreneurs qui nous suivent. Leitmotiv avec monsieur Nzinda Yao Honoré, c'est pas plus tard que maintenant. Monsieur Nzinda Yao Honoré, bonsoir. Bonsoir madame. Merci de nous recevoir au sein de votre siège d'Abidjan. C'est un plaisir pour nous madame. Alors je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes depuis 2013 à la tête d'un grand groupe spécialisé dans la construction immobilière, le génie civil, l'import et l'export entre autres, est aussi représenté à Dakar, c'est bien ça? C'est cela. Vous êtes la preuve même qu'on peut être issu d'une famille modeste et devenir un très grand chef d'entreprise. Pouvez-vous raconter à tous nos téléspectateurs votre parcours scolaire? Avant de répondre à votre question madame, je voudrais d'abord me présenter. Je suis M. Nzinda Yao Honoré, ivoirien, né en 1979 à Brobo et issu effectivement d'une famille très modeste. J'ai commencé mon parcours scolaire à EPP Somilassou, qui est un village donc, de la commune de Brobo. Et je voudrais, avant de continuer, préciser que ce n'était pas prédestiné que je parte à l'école. Parce que je suis issu d'une famille de 22 enfants. Oui. Et parmi les 22, je suis le seul à aller à l'école. Et en 1984, mon oncle, que je salue d'ailleurs, est arrivé donc, au village. Et je jouais dans le sable avec mes amis quand il m'a dit, toi, demain matin, tu pars à l'école. Vous aviez quel âge? Alors, pour vous dire vrai, je suis allé à l'école autour de 8 ans. D'accord. Et donc, malgré mon âge, Dieu m'a permis de faire un parcours brillant. Parce que depuis la classe de CP1 jusqu'à l'université, j'ai été premier dans toutes les compositions confondues. Je n'ai jamais été deuxième. Félicitations. Merci bien, madame. Alors, donc, je n'ai pas, je dirais, un grand niveau. Oui. J'ai un bac plus 1. C'est déjà bien. Et lorsque j'ai eu le bac, compte tenu des difficultés que nous vivions, et je précise que mon père et ma mère sont des paysans et ménagères, et donc, compte tenu des difficultés que nous vivions, j'ai décidé d'aller à l'aventure. Voilà comment mon parcours scolaire s'est arrêté au bac plus 1. D'accord. Alors déjà, quand votre oncle est venu ce jour-là, vous trouvez en train de jouer avec vos amis et qui vous a dit « Demain, tu iras à l'école », quelle a été votre réaction? Alors, madame, je vous avoue que je ne savais pas ce que signifiait pour moi aller à l'école. Puisque, comme je disais, je suis issu d'une famille de 22 enfants. Ouais. Et parmi les 22, personne n'a été à l'école. Mais comment ça s'explique? Comment ça se fait que c'était vous et pas les autres? Alors, je dirais que ce n'est pas plus grâce. C'est Dieu qui, certainement, voulait accomplir une mission et est passé par mon oncle me choisir. Alors, pendant toute cette période où vous avez commencé l'école, je précise à nos téléspectateurs que vous avez 8 ans quand votre oncle décide de vous mettre à l'école. C'est cela. À 8 ans, donc, vous commencez par quelle classe? CP1. Le CP1. Donc, j'imagine que vous étiez quand même plus grand que les autres qui étaient déjà dans cette classe. C'est cela. Alors, comment se passe votre intégration à 8 ans au CP1? Alors, la chose, je dirais, la plus miraculeuse, c'est que malgré mon âge et malgré le fait qu'aucun membre de ma famille n'ait été auparavant à l'école, j'ai pris cette proposition, cette offre de mon oncle comme un engagement. Et lorsque j'ai commencé les cours, les amis se moquaient de moi parce que j'étais beaucoup plus grand
Mais je me suis dit, parce qu'ils se moquent de moi, il faudrait que je leur prouve qu'en étant grand, on peut devenir quelqu'un. Tout à fait. Et c'est ce que j'ai fait. Donc vous étiez, tout au long de vos différentes années scolaires, vous étiez un élève assidu. Un élève assidu et major de toute la région de Bouaké. Et vos frères et sœurs n'étaient pas jaloux? Ben, je vous avoue qu'ils étaient beaucoup jaloux parce que l'autre précision que je voudrais faire, c'est que parmi les 22 enfants, je suis le seul aussi à aller à l'église. Et donc, il y avait le christianisme qui était déjà opposé au fétichisme. Et ensuite, n'est-ce pas, je dirais l'école des Blancs qui était opposée aussi à la vie rurale. Tout à fait. Donc, ils étaient quand même un peu jaloux. Tout à fait. Alors, en 1997, vous obtenez brillamment le bac A2, donc un bac littéraire. C'est ça. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous savez déjà le métier que vous vouliez embrasser après vos études? Je ne dirais pas que je connaissais auparavant le métier, mais j'avais pris la résolution de ne jamais travailler dans la fonction publique. Parce que lorsque je voyais les autres frères du village vivoter avec le salaire qu'ils avaient, je me suis dit que vu les charges qui m'attendaient, puisque parmi les 22 enfants, j'étais le seul à l'école, les charges allaient être aussi lourdes. Et pour cela, depuis la classe de 3e, j'ai décidé de ne jamais travailler dans la fonction publique. D'accord. Alors, donc, lorsque j'ai eu le bac, je me suis dit il fallait au moins que j'aille à l'université pour dire à mes amis, à ceux qui se sont moqués de moi, que moi aussi j'ai goûté l'université. Alors, lorsque j'ai eu mon Doc 1 en anglais, je me suis dit que ça suffit. J'avais les aptitudes nécessaires pour affronter la vie. Et c'est comme ça que je suis allé à l'aventure. D'accord. Alors, quelques années après votre bac, comme vous le dites, vous ressortez diplômé de l'université de Cocody à Abidjan avec un Doc 1 en anglais. Et pourtant, ce n'est qu'en 2004 que vous obtiendrez votre premier emploi dans un organisme international. C'est cela. Comment avez-vous vécu ces 3 années de chômage? Alors, c'était des années difficiles, mais en même temps, c'était des années d'apprentissage. Mais comment vous arriviez à joindre les deux bouts? Ce n'était pas facile. J'étais déjà, je dirais, habitué aux difficultés, puisque je précisais d'entrée de jeu que mon père, il est planteur, ma mère est ménagère, donc c'était difficile pour nous. Mais je me suis dit ceci, la vie elle-même, elle n'est pas facile. Si nous nous adonnons à la facilité, nous n'y arriverons jamais. Tout à fait. Et donc, au vu de cet engagement, nonobstant les difficultés, j'avais la certitude qu'un jour, j'allais y arriver. Alors, comment se passent donc vos premiers pas dans le monde du travail? Alors, d'abord, j'étais responsable, chargé du recensement au niveau du nouveau programme des Nations Unies pour le développement d'Afrique, donc le NPNUDA, qui avait pour mission essentielle de contribuer au développement des populations économiquement faibles. Et donc, au vu de ça, j'avais pour mission de sensibiliser donc, les populations à la vie communautaire, de sensibiliser les populations à la vie, comme je dirais, d'ensemble, et d'œuvrer pour ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la stratégie communautaire participative. Ça veut dire quoi? Au niveau de NPNUDA, on réalisait des logements pour des personnes économiquement faibles. Puisque ces personnes n'avaient pas de moyens, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait ces personnes-là ensemble et donc elles s'entraidaient entre elles pour construire leur maison. Et donc, c'était cette mission-là que j'exerçais, mais avec beaucoup de joie et de satisfaction parce que j'avais l'entraide au bout. Tout à fait, tout à fait. Alors, quelque temps après, vous enchaînez des postes à responsabilité. Qu'est-ce que vous retenez de ces expériences? Alors, il faut dire que ces expériences m'ont assez forgé. Ces expériences m'ont consolidé dans ma position de travailler un jour pour moi-même. Puisque je suis allé dans ces organisations, à vrai dire, pour apprendre. Oui, donc, mais dès le départ, c'est vrai que vous saviez déjà que vous vouliez travailler. J'avais un schéma déjà tracé et qui consistait un jour à devenir chef d'entreprise. D'accord. Et donc, dans ces organisations-là, j'ai appris donc, le professionnalisme, j'ai appris l'organisation, j'ai appris la stratégie. Et donc, au bout de quelques années, je me suis dit que j'avais les poudées franches pour affronter donc, le monde de l'emploi en tant qu'entrepreneur. Alors, au vu de votre progression, quelles sont selon vous les compétences requises pour faire carrière dans ce domaine? Alors,
Je dirais que les compétences sont nombreuses. Mais peut-être que je vais vous surprendre. Pour moi, la plus grande compétence que j'ai acquise, c'est l'engagement, c'est la responsabilité. Tout à fait. Parce que, nonobstant, je dirais, les pressions qu'on avait dans ces organismes-là, ma philosophie, c'était que j'y arrive un jour, que je donne le meilleur de moi-même. Et c'est pour ça que je dirais que donc l'expérience acquise, d'abord, et peut-être que ça semble un peu utopique, c'est l'engagement. Ensuite, c'est le professionnalisme que j'ai acquis dans ces organisations, parce qu'ils avaient des méthodologies très structurées. Et donc, au vu de ça, j'ai pu me constituer donc, une bonne base de données et donc pour arriver à créer ma première entreprise. Alors, racontez-nous un peu donc l'étape, le moment de votre vie où vous franchissez justement ce pas d'employé à employeur. Je vous avoue, madame, que lorsque nous avons obtenu l'agrément de notre ONG, j'avais déjà compris que je venais de franchir le pas le plus essentiel pour moi. Parce que cette ONG me donnait la possibilité d'être autonome. Cette ONG me donnait la possibilité de diriger des personnes. Cette ONG me donnait la possibilité de mettre en place des stratégies et donc d'avancer. Donc lorsque on a mis en place cette ONG et qu'elle a été agréée, je me suis dit, Seigneur, merci, je viens d'atteindre mon objectif. Why wait to say? At least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 Je suis assistante sociale au centre social de Cocody. Je travaille à Gobelé en tant que chef de service de l'animation sociale. Et je travaille avec les jeunes filles mères de Gobelé. Et c'est un cadre d'échange pour ces jeunes filles mères qui veulent un avenir meilleur, qui se retrouvent une fois par mois pour pouvoir échanger, faire des partages d'expériences, pour pouvoir vraiment faire face à leurs difficultés. Aujourd'hui, vraiment une bonne nouvelle nous est venue de la part de Madame Bakino Kadra qui nous a offert un arbre de Noël, qui a offert un arbre de Noël à ces jeunes filles mères qui vraiment ne s'attendaient pas à ce geste-là. Et vraiment, nous sommes très heureux parce que nous avons vu qu'aujourd'hui, notre action porte a vraiment une bonne portée. Et vraiment, je vais lui dire merci. Merci vraiment pour ce qu'elle a fait pour ces jeunes filles mères aujourd'hui. Uche Evidence David. Je suis au CE1. Merci maman Corinne. Merci maman Corinne. One thing in my way, you were the one thing in my way, you were the one thing in my way. Merci, maman, pour votre grande générosité, parce que vous n'avez ménagé aucun effort pour nous soutenir lorsque nous avons sollicité votre appui à l'égard de ces enfants défavorisés qui jouiront comme les autres enfants du monde de cette fête de Noël qui représentera pour eux la Noël de tous les espoirs. Nul n'a le droit d'être heureux seul. Mesdames, Messieurs, chers enfants, notre compagnie est très heureuse de se retrouver au centre d'écoute et de dépistage avec ces enfants, tous aussi joyeux et beaux les uns que les autres, pour cet arbre de Noël organisé par la Fondation africaine
pour la paix par le développement. Nous apprécions les actions de cette fondation qui ne ménage aucun effort pour le bonheur des enfants. Alors, les enfants, moi, je suis là pour qu'on fasse la fête aujourd'hui, le show. C'est pour vous qu'on est là. Je ne suis pas là pour toutes ces grandes personnes. Je suis là pour vous. Alors, que la fête soit belle. On a essayé de vous faire plaisir. Le Père Noël va passer. Et merci au Seigneur qui a vraiment permis que tout ça puisse se faire. Ah, tu sois riche ou pauvre, au fond c'est la même. Les mêmes comptes à rendre devant le tout-puissant. J'essaie de garder la foi, entre anges et démons, je pète les deux à la fois. Maman me fait confiance, elle dit que je suis un bras. Pour la sortir des soucis, je peux laisser un bras. Le bled compte sur moi à la fin du mois. J'ai plus la force pour lever le wall. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir chez moi, je gratte des cesse pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début d'une histoire. Mademoiselle Miti Liliane Amélie Coutouan, directrice exécutive de l'ONG Nememo. Nous sommes dans les soins et soutien aux orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui à notre sein notre généreuse donatrice, Madame Bagnov. Je voudrais par ma voix lui transmettre le remerciement de tous les 700 enfants de l'ONG Nememo. Plus souvent sous le porche qu'à la maison. L'équipe s'est réduite à chaque saison. On m'a dit MHD, vas-y tout seul. Personne te suivra. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie, ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana. Sinakuomba Mungu uwasamehe, wangalijua jinsi Je suis le genre de mec du style beau gosse qui kiffe les belles meufs. Les beaux de mon quartier, en vérité, je les ai toutes alignées. Y'a pas une qui coupe mon cœur, y'a pas une qui me fait peur. Je suis comme un chapeau power, je me sens mon visage. Quand je vois son beau barabatte, ça me donne mal à la tête. Quand je vois son beau lolate, ça me donne mal à la tête. Quand je vois son casse-patte, ça me donne mal à la tête.
Merci. Voilà, cet après-midi, je pense que c'était une belle cérémonie. En tant que représentant de M. Ambroise Caissier, je pense que ça s'est très bien passé et puis que ça fait beaucoup de bien pour les enfants, même temps que les parents sans doute. Et toute l'association, toute la fondation, je pense que tout le monde est heureux de participer à ça. Mademoiselle Digbé Lydie, je suis vraiment contente pour ce que Tata Corinne vient de faire parce qu'elle a vraiment honoré notre ONG à Gagnoa. Elle a récompensé tous les enfants de Gagnoa. Merci Tata Corinne et son équipe et que Dieu vous donne longue vie. Je suis très heureuse d'être venue sur Gagnoa. Ça a été un très bel arbre de Noël. Je remercie tous les enfants qui ont été vraiment adorables et patients. Merci à toute l'équipe de la FAPD, Fondation africaine pour la paix par le développement. Merci au maire qui nous a reçus dans sa commune. Merci à M. Caissier. Et merci à Lydie, cette jeune fille qui œuvre aussi dans l'humanitaire sur Gagnoa. Vraiment, c'est un grand bonheur de partager ce sourire et cette joie avec tous ces enfants-là. Et j'espère que 2017 sera encore meilleur. Et depuis je rêve d'être avec elle. De retour avec notre invité, M. Nzinda Yao Honoré, PDG d'un grand groupe immobilier représenté aussi bien à Dakar qu'à Abidjan. Comment vous est venue cette idée? Alors, l'idée m'est venue de ce que depuis que nous avons mis en place l'ONG et que les résultats ont été probants, on s'est dit qu'on pouvait donc véritablement nous lancer dans la création d'un grand groupe. Et donc, en mettant en place la société, on avait la ferme conviction qu'à terme, on allait devenir un grand groupe. Et nous osons croire qu'avec la grâce de Dieu, nous sommes sur le bon chemin. D'accord. Comment se passent les premiers mois de votre entreprise? Je vous avoue que les premiers mois ont été très difficiles. J'imagine. J'ai créé la société avec une somme de 2000 francs CFA. C'est pas possible. Si, madame. Et les 2000 francs CFA m'ont permis au départ d'acheter du papier rame, d'écrire mon idée et d'aller voir un notaire pour m'aider à constituer donc, la société. Parce que j'avais la certitude que si on avait une société légalement constituée, si on était en règle vis-à-vis donc, de l'État et donc des lois ivoiriennes, il n'y avait pas de raison qu'on n'y arrive pas. Vous créez votre entreprise avec combien de personnes au départ? Alors, au départ, nous étions 3. Il faut dire que je suis propriétaire à 100% du groupe. Mais lorsque j'ai créé la société, j'ai fait appel à 2 amis pour m'aider donc à partager ma vision. Bien sûr. Mais je vous avoue qu'en Afrique, les gens ne sont pas beaucoup patients. Donc, en cours de route, ils m'ont lâché. Mais j'avais cette ferme conviction qu'à terme, j'allais y arriver. Et donc, on n'avait pas de bureau au départ. C'était dans les glaciers qu'on tenait nos réunions. Aujourd'hui, on rend grâce à Dieu. Oui, peu importe, l'essentiel pour vous, c'était d'avancer et d'évoluer. Tout à fait, madame. Bien sûr. Alors, quels sont les premiers projets initiés par votre entreprise? Alors, notre premier projet, c'est le projet Cité Les Cacaoyers, qui est un programme immobilier de 900 logements. Et là, je voudrais, madame, vous surprendre, parce que nous avons compétit donc, pour obtenir ce marché. On n'avait aucune expérience. Les grands groupes de la place étaient nos concurrents, mais avec la foi et la détermination, on a eu le marché. Et aujourd'hui, nous sommes en train de sortir les maisons. Ça, c'est Cité Les Cacaoyers. Ensuite, nous avons lancé Cité Kobatim. Cité Kobatim, c'est un programme immobilier de 80 villas de haut standing que nous sommes pratiquement en phase de finition. Comme vous l'avez dit, nous sommes un groupe. Et au sein du groupe, il y a 11 sociétés. Et chaque société donc a ses activités. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de développer des hectares et des hectares de cacao, de café et de palmiers à huile à Waninou, dans la région du Bafing. Nous avons loti des parcelles et aujourd'hui, nous avons près de 14 sites sur lesquels nous allons construire des maisons. Mais je vais vous dire que nous avons développé une stratégie, ce qu'on appelle la stratégie du développement intégré. Nous sommes dans 11 secteurs d'activité et chaque société fait son petit bonhomme de chemin.
D'accord. J'imagine que dans la gestion d'un tel groupe, aussi grand d'ailleurs, vous connaissez certaines difficultés. Comment arrivez-vous à gérer ce groupe? Alors, effectivement, si nous disons que nous ne connaissons pas de difficultés, ce n'est pas vrai. Mais la première solution pour nous, c'est notre foi en Dieu. Parce que j'ai compris que moi-même, je suis un pur produit, une grâce. Et donc, au vu de ça, ma première vie est consacrée à Dieu. Nous sommes un groupe et donc nous avons développé des stratégies et des schémas aussi huilés qui nous permettent, donc lorsqu'une des sociétés du groupe a des difficultés, que les autres sociétés lui viennent en aide. Alors, ce schéma-là fait que sans appui extérieur, nous arrivons à avancer. Alors, au départ, les gens nous ont trouvés rêveurs. Aucune banque ne nous suivait. Aucun partenaire ne venait. Mais nous, on avait notre détermination. On avait notre foi en Dieu. Mais aujourd'hui, madame, les partenaires foisonnent. Les banques nous font la cour. Et vous comprenez? Donc, pour dire qu'à force de forger, on devient forgeur. Et à force de patience aussi. Merci, madame. Malheureusement, Monsieur Nzi, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons donc rendez-vous à tous nos téléspectateurs la semaine prochaine pour la suite et fin de cette émission qui vous est consacrée. Merci, madame. Ce sera un réel plaisir pour nous de vous retrouver. Que Dieu vous garde. Amen.